puisque tout le monde l'a demandé, on va faire un petit point sur les tests sur Android. Voilà, la fin de mon diaporama. Super. Voilà. Bon, il y a plusieurs façons de faire des tests sur Android. La première, qui sert strictement à rien, c'est les tests avec la JVM Java et pas la JVM Dalvik. Donc ça, c'est tous les tests qu'on met dans le dossier qui s'appelle test. C'est pas le dossier qui s'appelle Android test, c'est le dossier qui s'appelle test. C'est useless parce que on n'a pas accès, on n'a accès à aucune classe du runtime Android. Donc dès qu'on a besoin d'un contexte ou un truc view, etc., on n'y a pas accès. Ça a un sens pour des gens qui ont un gros code base pure Java et qui veulent faire des tests parce que c'est plus rapide. C'est des tests qui sont exécutés sur la machine du développeur et pas sur l'appareil Android. Et pour nous, ce n'est pas notre cas. Donc les tests non connectés au device, on oublie. Pour nous, ce n'est pas le cas d'usage. Donc ensuite, on a les Android tests, ou les tests connectés. Ça dépend si on... Connected test, c'est le nommage Gradle. Android test, c'est le nommage dans le monde Android. Donc là, on va fabriquer un APK qu'on va lancer sur le mobile. Donc, ce qui permet de tester comment ça se passe sur Android 4, Android 5, Android 6, etc. Par défaut, ça prend la config de debug, mais il y a un paramètre qu'on peut mettre qui dit, par exemple, prends la version de staging, etc. Il y a quelque chose de neuf sur les Android tests, donc les tests connectés. Depuis l'année dernière, Android est passé à JUnit 4. Et ça apporte pas mal de choses qui sont assez intéressantes et qui sont des pratiques qu'il faudra généraliser. Première chose que ça apporte, donc là on est dans un test, je vais mettre à enregistrer l'écran. On est dans un test JUnit 4. Donc première chose qu'on voit, c'est que les méthodes n'ont pas besoin de s'appeler test. Elles ont une annotation @test. Bon. Premier truc qu'on va gagner, c'est qu'on va pouvoir utiliser les matchers. C'est quelque chose que vous pouvez déjà faire avant, mais là ça fait vraiment partie de la base du framework de test. Donc au lieu de marquer par exemple link 25 à cet endroit-là, i plus grand que 0, donc assert greater par exemple, on a cette notation-là qui est d'une manière générale un peu plus claire et qui surtout produit des messages d'erreur qui sont plus clairs. Au lieu d'avoir un vieux assertion failed, on a un message qui tient compte de chacun des matchers qui sont là-dedans. Donc on a plusieurs types de matchers. Il y a une doc. En général, quand on cherche à faire quelque chose, le réflexe c'est faire Google matcher, Amcrest matcher pour ce qu'on veut faire. Ce couramment utilisé, c'est le is, donc savoir une notion d'égalité. Est-ce que les deux objets sont égaux? Est-ce qu'un objet est nul ou non nul? Est-ce qu'une string est vide ou nulle? Et l'équivalent avec la négation. Not is empty or null. Donc là, on gagne en expressivité. On gagne aussi la possibilité d'écrire nos propres matchers. Donc dans la nomenclature des tests, on décrit souvent, voilà mes conditions initiales, voilà mes actions, et ensuite ces actions font changer l'état du système et je vérifie que l'état du système a évolué vers ce à quoi je m'attendais. Donc toute cette phase de validation, elle peut être faite avec des matchers. Donc là, j'ai mis un matcher custom. Il faut implémenter base matcher. Il y a deux méthodes.
il y a ce que je vérifie. Donc j'ai mon objet en entrée et ça retourne true/false si mon matcher match. Et le message d'erreur qui sera affiché pour cette partie du matcher en cas d'erreur. Idéalement, ça c'est un code qui est factorisé pour toutes les classes de test, donc qui se retrouve dans un test utils, etc., ou fixture, et réutilisé. Par exemple, on en définirait un par modèle. La définition, est-ce que, je ne sais pas, ma station service est valide? Je mettrais un matcher is station valide, ou is valide station. Et comme ça, j'évite les copier-coller de règles de validation. C'est plus ou moins l'équivalent d'une fonction de validation qui lèverait un assert, mais c'est juste ça rentre dans le framework des matchers. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des négations, de les combiner, etc. Donc dans un cas d'application de isValidPayload, donc isValidPayload, je considère que le payload est valide s'il a une clé title et une clé ID. C'est cette ligne ici, la 63. Donc la façon dont j'ai écrit, c'est assert that payload is valid payload. Dans le cas où je veux tester qu'il n'est pas valable, donc là je combine mes matchers, donc c'est l'intérêt des matchers, c'est qu'ils sont assez faciles à combiner, et c'est not is valid payload. Parmi les opérations de combinaison, donc on a les opérateurs classiques, on a, il faut qu'au moins soit un des matchers match, il faut que tous les matchers match, donc c'est le all of, tous les matchers doivent matcher. La négation, le ou, la négation, le ou, le et. Donc si je retire le not, là on va avoir un test qui échoue. Dans quelques instants. Donc le test a échoué, alors c'est écrit un peu plus petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, si ça va. Donc au lieu d'avoir une vieille assertion, on a automatiquement, sans avoir à écrire le message, enfin la troisième partie de l'assertion qui est pourquoi ça a échoué, on a le contexte qui apparaît là. Bon, ça c'est sympa, on gagne en lisibilité, on gagne en factorisation de code, mais il y a un petit peu mieux. Deuxième chose qu'on gagne, c'est ce qu'on appelle les rules. Alors les rules, ce sont des bouts de code, des bouts de fonctions qui sont créés, enfin qui sont exécutés avant et après chaque test, ce qui permet de faire de la composition de comportement pour chaque test case, donc éviter d'avoir un test case un héritage de test case. On a plutôt un test case qui hérite de rien et qui compose plusieurs rules. Donc je vais passer en revue les rules, on va dire, qui ont des cas d'usage chez nous. La première, c'est si on a besoin d'un dossier temporaire pour créer des fichiers, etc. La rule temporary folder fait que le folder sera créé avant qu'on rentre dans le test et supprimé quand on sort du test, en ayant un cas qui marche ou un cas qui ne marche pas. Donc ça permet vraiment d'isoler, si on manipule des fichiers, d'isoler les tests par rapport à un dossier. Au niveau de la syntaxe, une rule pour être enregistrée, elle doit être déclarée avec un arrobas rule. Et en général, c'est une propriété du test case. J'ai mis en haut la doc des différentes rules qui existent, sachant qu'il y a tout un tas de librairies au-dessus de JUnit qui définissent des rules. Et tout à l'heure, on verra des rules spécifiques à Android, pour gérer les activities notamment.
On a l'error collector qui permet de changer le comportement de JUnit, qui permet grosso modo d'autoriser plusieurs échecs dans un test. Par exemple, sans le collector, le test s'arrête à la première exception qui est levée. Avec le collector et l'enregistrement des erreurs de cette façon-là, on laisse le test continuer, enregistrer un certain nombre d'erreurs, et le test est valable si aucune erreur n'est trouvée. Et si jamais il y en a plusieurs, il va lister toutes les erreurs. C'est assez proche du comportement de XCTestCase dans iOS. Ouais. On peut définir un timeout sur les tests. Donc, en définissant cette règle, tous mes tests de cette classe, s'ils ne se terminent pas en 1 seconde, ici c'est un timeout en millisecondes, alors les tests sont échoués. Donc ça peut être assez pratique pour tester les web services. On met un timeout à, je sais pas, à 50 secondes. Comme ça, si on a un web service qui est vraiment dans les choux, les tests ne restent pas bloqués. Donc, exemple, là j'ai une boucle infinie qui va être interrompue au bout d'1 seconde. Si je n'ai pas le global timeout, mon infinite loop, elle ne va jamais s'arrêter. Et là, tu n'appelles jamais le global timeout Non, le fait que le global timeout soit défini et enregistré comme une règle sur la classe fait qu'on hérite de ce comportement dans chacun des tests. Point de vue design pattern, c'est le pattern décorateur. C'est-à-dire que ça va venir configurer un certain nombre de choses qui se passent avant et après chacun des tests. L'alternative à ces rules, c'est de faire de l'héritage. Donc on aurait un timeout base test case. Et puis le problème de ça, on le connaît bien, c'est que l'héritage de multiples n'existe pas en Java. Et du coup, on aurait des difficultés à combiner un timeout et un collector, par exemple. Si tu veux que seulement certains tests aient certaines rules, c'est possible? Il faut les grouper dans la même classe de test. Mais ça se fait bien dans le sens où ça peut être des inner classes. Un qui sert aussi beaucoup, c'est un test qui nous permet de savoir ce qui est levé comme exception. Donc ça m'est arrivé de voir du code pas très joli quand on veut tester qu'une exception est bien levée. La bonne pratique, c'est de faire ça, c'est-à-dire définir cette rule là. Et avant de s'attendre à ce que l'exception soit levée, on vient enregistrer qu'on s'attend à ce que telle exception soit levée. Si on avait ça avant l'enregistrement, le test échoue. Mais vu qu'on dit, à partir de là, dans mon test, je m'attends à ce que, en l'occurrence, une null pointer exception soit levée, j'ai le droit de la lever et mon test va succéder. Si elle n'est pas levée, mon test va échouer. Une petite question, c'est la ligne d'après du coup qu'il considère? C'est la fin du test. À partir du moment où tu Et ça peut arriver n'importe quand, s'il y a 10 lignes en dessous de ton expect, ça peut arriver n'importe quand. Oui. Mais après, tu peux toujours thrown.expect probablement nul. Et puis, du coup, si c'est levé après, ou une autre exception, si c'est levé après, ça devient cas d'erreur. On peut également inspecter les messages qui sont associés dans l'exception et y mettre des matchers. Donc, je m'attends à ce que ce soit tel type d'exception avec tel message. Par exemple, je m'attends à ce que ce soit une HTTP error comme type d'exception avec le code 401. Je mettrai
expect message contains 420. Ça évite de voir du code qui teste des exceptions, qui est en try catch, et si ça passe thrower, un booléen qui regarde si on l'a thrower, etc. Donc, ça, c'est ce que je considère comme étant pas très joli. Et la définition de ces règles étant bien plus jolie. Qu'est-ce qu'on gagne d'autre avec JUnit 4? Oui. Du coup, là, c'est expectedException.none et il y a autre chose ou... Bah, ça veut dire que tu considères que ton test comment dire, fonctionne si ton thrown, De base, il n'y a pas d'exception. que de base il n'y a pas d'exception. Pour que ton test succède avec une exception, il faut explicitement lui mettre un expect. Si je mettais ici expect expect je sais pas IO exception.class, tous les tests qui ne lèveraient pas cette exception échoueraient, quoi. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux partir de none. Par défaut, un test qui ne lève pas d'exception. Par défaut, un test qui ne lève pas d'exception est OK. Sauf les tests où je veux des exceptions. Dans quel cas je dis explicitement, à partir de là, je m'attends à telle exception. On gagne également des classifiers pour les tests. Donc les classifiers, ça permet de regrouper les tests sous certaines caractéristiques. Par exemple, on a le small test. Le small test, c'est tous les tests qui doivent fonctionner en dessous de 200 millisecondes. Donc typiquement, c'est pas d'appel réseau. C'est que du local. Les medium tests doivent durer moins d'une seconde. Alors ça applique des rôles automatiquement? Ou c'est simplement une indication de... Alors, c'est une indication. Et ensuite, on va pouvoir dire je lance les tests que sur les small, sur les medium ou sur les larges. Ce qui permet de... alors, à quoi ça sert? Quand tu es en train d'itérer sur une feature, en fait, les tests très rapides, il faut les lancer tout le temps. Donc, tu vas lancer tous les small. Puis après, tu vas tous les lancer avant de committer. Mais si entre chaque modif de code, tu te retrouves à lancer tous les tests, ça va peut-être prendre 10 minutes, bah, tu ne le fais pas. Alors que les small, cumulés, ils vont peut-être prendre 2 secondes, quoi. Donc pour choisir ce qu'on lance comme test, ça se passe dans les configurations des targets là. Et c'est -e size small. Par défaut, c'est pas commité, sauf si on clique sur share, dans quel cas c'est un peu le même principe que les schemes. Ça se retrouve partagé entre tous les développeurs. Je crois que tu peux faire valider aussi dans le vote des tests. Le run là, je crois que tu peux définir peut-être small ou je sais plus quoi. Il me semble-t-il, j'avais réussi à le faire. Il y en a une qui est intéressante, c'est les flaky tests. Flaky tests, c'est les tests qui ont plutôt tendance à foirer. Ce qui permet de les récupérer. Ne me regarde pas comme ça, Vivien. Par exemple, quand on se met à tester certaines plateformes de paiement, ça permet d'indiquer que si ce test échoue, bah, c'est lié à un problème qui a été identifié dans le bug tracker. Que là, je mets l'explication de pourquoi ça échoue et ça apparaît dans le rapport de test. Et encore une fois, ça permet de faire de la ségrégation des tests et peut-être en intégration continue, ne pas les lancer. Mettre un flag -e non flaky test. Et
C'est pas possible de les relancer Genre 2-3 fois, jusqu'à ce qu'il Oui, réussisse. j'espère. Bah, quand c'est vraiment aléatoire, des fois. alors, il y a les indiquer comme ça et agir dessus. Donc, la règle que tu dis là, euh, il me semble que ça n'existe pas pour le moment. Si on avait à le faire, je mettrais soit une rule dans le test case, ou soit un test runner custom. Les deux sont possibles. Donc, on pourra le faire. Il y a un autre truc que tu m'avais dit aussi une fois. Si en fait tu constates que le service que tu appelles répond bien seulement 2 fois sur 3, et ben tu écris ton test de telle sorte à essayer 3 fois et tu t'arrêtes dès que ça marche en fait. Tu t'autorises à ce que ça échoue 2 fois. Mais c'est dans l'écriture du test en fait. Ton test c'est pas je fais l'appel une fois et ça marche, c'est je fais l'appel jusqu'à 3 fois jusqu'à ce que ça marche. Ça serait même pas ton test, en fait, ça serait ton code Ton code de prod. Après, en général, ça veut dire, je me rappelle très bien oui, de cette discussion avec toi, ça veut dire que c'est aussi, enfin, que c'est des problèmes que tu peux avoir dans la prod. Et du coup, ton test pourra être robuste à ça, devrait être robuste, doit être robuste. Après, on est dans le cas de cette fameuse plateforme de paiement où ils ont une plateforme de test, de sandbox, qui est vraiment pourrie quoi, en termes de qualité de service. Donc on serait en train d'ingénierer un code pour la production pour des cas qui se produisent pas en prod. Parce que c'est deux systèmes différents. Et donc du coup tu pourrais imaginer ah bah non parce que de toute façon tes tests tu les fais jouer jamais en prod quoi. Bah, c'est un peu cher. Quoi. Tu mets ta carte. Ta voiture elle va être propre. Hein. Ah mais bon ça on n'y peut rien. Enfin... Ouais donc tu dois t'interdire d'aller trop loin dans cette façon de faire, c'est ça hein. Non, mais il faudrait qu'il soit plus robuste, c'est sûr. Mais si c'est juste relancer tous les flaky tests 3 fois, bah ça c'est une rule qui sera à définir. Ça peut être un exercice hein, qui fait que si le test il est flagué comme étant flaky, bah, tu le lances 3 fois. Et si la première fois ça marche, tu t'arrêtes là. Et si au bout de 3 fois ça marche pas, voilà. Les rules servent à factoriser ce genre de comportement. Ah tu peux le faire via les rules ce truc là. Ça c'est intéressant. Donc ça, c'est les nouveautés qui nous concernent de Unit Test 4. La migration de l'ancien vers le nouveau, elle est relativement simple. Ce qui change, c'est la gestion des threads dans les tests unitaires. Donc ça, c'est la partie un peu plus compliquée. Donc suivant, est-ce on part de REST 1 vers REST, et on veut faire fonctionner ça, c'est un peu plus compliqué que de REST 2 et REST 3, ça marche très bien. REST 3 ça marche très bien parce qu'on sert des promises et puis on les convertit en futur et puis on bloque le thread tant qu'on n'a pas la réponse. Avec les REST 1, il y a du countdown et tout ça avec bon voilà, là c'est Mais avant ça fonctionnait pas sur le main thread, maintenant ça fonctionne sur le main thread. Je crois. Petite question. Pour Jenkins, ça se fait automatiquement le fait d'utiliser ce nouveau. pour Jenkins ça change rien. Lui, il sait qu'il faut utiliser le nouveau. Oui parce que c'est comment il sait, c'est que c'est dans ta conf Gradle tu as ce test runner là. Tu fais un nouveau Oui, ça Oui. remplace le multideck que je viens de dire. Donc, tu fais un nouveau projet, c'est ce qu'il va y avoir dans la conf par défaut. Nouveau template Android, quoi. Android Studio. Sur ce qu'on teste, ça ne change rien pour le moment. C'est juste les outils qui sont un peu différents et qui nous permettent d'avoir du code de test plus expressif et des erreurs, dans le cas d'erreurs, plus faciles à comprendre. Maintenant, il y a des nouveautés sur les tests d'UI. Tests d'UI, il y a 2 technos en Android. Il y a Espresso et UI Automator. Pas confondre avec UI Automation, qui est une techno iOS.
UI Automator, il sert quand on veut tester des interactions entre plusieurs applications. Donc, par exemple, je démarre l'appli Facebook et je suis capable de l'instrumenter. Je clique sur tel truc, après je vais dans l'appli météo, puis après je vais dans mon appli, etc. C'est un jeu d'API qui est pas aussi chiadé que dans Expresso, mais qui permet de tester plusieurs applis en même temps. Grosso modo, ça remplace quelqu'un qui est devant son téléphone. Expresso, lui, il permet de tester, contrairement à UI Automator qui teste en boîte noire, il teste de l'intérieur. Donc, ce qui permet d'accéder aux constantes de l'appli, etc. Ce qui permet une intégration entre les tests et l'application beaucoup plus facile. La plupart du temps, on va prendre du Espresso. C'est vraiment les workflows extrêmement compliqués qu'on ne teste même pas aujourd'hui, sur lesquels on aurait besoin de bout en UI Automator. Donc, si je vous montre ma petite appli que je vais vouloir tester. Donc, c'est bêtement le template avec le drawer qu'on a dans le studio. Hein. C'est amazing. Et il y a une fonction intéressante, c'est très très intéressante, c'est une règle métier, c'est que quand je clique là-dessus, il y a un truc qui apparaît, c'est Replace with your own action. Donc je vais vouloir tester ça. Alors comment je récupère et... Hop! Donc, j'ai mon test case, mon UI test case, c'est toujours dans le dossier Android Test. Donc, on est toujours dans le mode de fonctionnement. Toujours mon test runner Android. Je définis une rule qui est une activity rule. Je lui donne la classe de mon activity. Et ça veut dire qu'avant chaque test, il va démarrer l'activité et à la fin du test, il va l'arrêter. Il faut lui donner des paramètres. Oui, on va y venir après. Après, le mode de fonctionnement est toujours le même, c'est je cherche des éléments dans mon GUI. J'effectue un certain nombre d'actions. Et puis, je constate un certain nombre de changements dans mon GUI. Donc, pour trouver des éléments du GUI, donc des views, le plus simple, c'est de les chercher par ID. Et là, je vous parlais d'intégration entre les tests et le code. On peut directement aller chercher les ID qui sont définis dans les fichiers layout XML. Donc ça, c'est... Il va directement dans mon... Oui. Ça fait... Il l'a toujours fait, hein, je crois. Ça, Android depuis longtemps. Et le bouton place. Ah non, c'est quand t'appuies sur F3. Depuis sur F3, parce que chaque fois je fais le clavier. Depuis NetBeans, Et tu sais qu'on peut faire en studio maintenant, il n'y a plus Vim, t'es plus obligé d'utiliser Vim pour développer. Ça me dit ça, Alix et Erika. Donc ce bouton-là, il a cette ID-là. Et je suis capable de le référencer directement dans ma classe de test. Ça veut dire que s'il y a une view qui disparaît, l'ID va disparaître et mon test ne compilera même plus. Ok. Alors ta deuxième ligne par contre c'est pas très intelligible. Hein. Bah pourquoi? Tu veux mettre un R-string autant dans machin les tests d'avant ça marchait mais là ça va rien dire quoi. Alors, le perform click, là, c'est bon? Ça va? Ouais, ça va. Donc ensuite, je cherche une view. Une view qui a le texte « Replace with your own action ». Ça, c'est le texte qui est écrit dans la snack bar. Une fois que j'ai trouvé cette vue-là, je fais un certain nombre de vérifications. Donc déjà, j'ai une assertion qui est élevée, hein, si la vue n'existe pas. Je fais un certain nombre d'assertions et je vérifie que cette vue, elle correspond à l'attribut, enfin elle a l'attribut isDisplayed. IsDisplayed, c'est le mode d'affichage, la constante display, quoi. Visible. Bah, je pense qu'il doit y avoir un isVisible aussi. Hein.
Oui. Alors, En plus, il y a on deux leur dira. verbes, il y a deux verbes. Check et matches. Dans une phrase, il y a qu'un verbe. Non, mais t'es d'accord. Non? Enfin, je suis d'accord. Non, non, parce que parce que c'est la vue. On vérifie que la vue match. Et check. Bon, check, c'est vérifie on vérifie que ça match. Voilà. Dans tous les cas, c'est pas Deux du verbes. français, mais- Non, mais c'est pas du français, c'est de l'anglais, puis après c'est du programme. Google Donc- Translate, ça passe pas, c'est pour ça. On verra quelle pratique exacte on mettra pour rendre ça intelligible. Aujourd'hui, on n'a pas une expérience terrible sur les tests UI Android. Mais j'imagine qu'au moins, vous scrapez chacune des activités du code. À mon avis, c'est le plus simple à faire. Donc, je dirais qu'en bonne pratique, je souhaiterais voir chacune des activités au moins démarrer de manière automatique pour voir si vérifier qu'elles ne crachent pas quand on les démarre. Et donc tu peux démarrer n'importe quelle activité, même loin dans ton appli, sans démarrer les parents. Quelque chose qu'on a qui est bien sur cette, enfin qui est pratique sur cette plateforme de test et qui est lié à l'architecture Android, c'est que chaque activité est indépendante. Donc, comme on l'a vu récemment, il faut que chaque activité soit définie par son intent, et que dans son intent, il y ait toutes les informations pour qu'elle puisse vivre. Donc, j'ai rajouté une activité dans mon code, là, qui est une TextEdit Activity, qui, si je vous montre à quoi ça ressemble, a juste un text field ici, avec l'ID text input. Cette activity, elle se démarre, elle a besoin d'un texte initial qui est la valeur par défaut quand l'activity démarre. Donc la pratique à ce sujet pour créer l'intent, c'est d'avoir une factory d'intent, mettre en paramètre la string qui correspond au texte initial, mettre ça dans l'extra. Vous me suivez, hein, c'est assez basique. Sur le onCreate, récupérer la text view, récupérer le texte initial et venir mettre dans la text view le texte initial. Sauvegarder, on sauvegarde l'instance, sauvegarder le texte initial ou bien le texte qui est dans la text view. Pour l'exemple, pour moi, c'est pas très important. Ce qui veut dire qu'il est illégal, notamment grâce à ça, de démarrer l'activity sans texte par défaut. Donc si j'appliquais bêtement ce qu'on a eu justement sur la main activity, bah, ça planterait. Et évidemment, ce qu'on veut faire, c'est démarrer l'activity avec un intent particulier. Tu peux revenir sur la classe précédente, main activity test. Donc ça, c'est le test du clic sur la... Là, il n'y a pas de launch activity. Là. Non. C'est par défaut. Il va... La rule par défaut fait que ça vient décorer chacun des tests et que ça démarre l'activité avant chacun des tests et ça l'arrête à la fin de chacun des tests. lazy launch. Parce qu'on Start activity, quoi. Parce que si on reprend l'exemple que tu vas montrer, edit text activity, on voit un launch activity. Oui. On a un certain nombre de flags qui sont mis. Le dernier veut dire ne démarre pas automatiquement l'activité. Donc ici, je vais expliquer mon exemple tout simple et après je vais expliquer comment ça marche sur notre code à nous. Comment ça marchera sur notre code à nous. Donc je démarre l'activity manuellement et quand j'utilise ce code là, je peux mettre un intent. Cet intent, je le récupère par la factory make intent de mon activity. Encore une fois, un intérêt à ne pas tester en boîte noire et à tester avec accès au code source en fait. Donc le make intent, je ne me pose pas question de ce qu'il y a dedans, je sais juste qu'il me faut un contexte, donc je récupère le get context qui est le singleton du contexte d'instrumentation, et je mets ma string. Ça fabrique l'intent, ça launch l'activity, et puis après, bah, je cherche
mon texte input et je vérifie que ce texte input, il match le texte suivant que je lui ai mis juste là. Et donc là, l'ensemble de la if cycle de l'activity va être appelé. Non, là, on va voir que le onCreate. Parce que pourtant, on cherche onView, on cherche le. Oui, non, il y a Pour un start, enfin, jusqu'à ce Alors, est-ce que ta question, c'est est-ce qu'on est capable de tester les pauses et les resumes ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Faudra gratter pour savoir. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire il faut absolument tout tester de manière exhaustive, tous les cas possibles. Mais au moins, si pour chacune des activités, on l'a démarré avec son intent par défaut, si tu veux, on a déjà un harnais de non-régression qui est assez facile à mettre en œuvre. C'est le minimum que tu estimes qu'on devrait. Mais je me posais cette question parce qu'il y a tout à l'heure il y avait un perform click, donc ça sous-entend que la vue est chargée. Ouais. Donc on est passé dans le on start on Oui, resume. c'est ça, oui. Et ça implique souvent pas mal de choses. Souvent ça va impliquer un appel à réseau, un retour, une mise en place. Mais dans les on machin, il y a des possibilités d'attendre que telle vue apparaisse, ou que telle vue disparaisse, ou que le nombre de cellules de lignes dans mon tableau change de 0 à x, etc. D'accord. Donc tout ce que fait Espresso, en fait, c'est de fournir des rules. Mhm. Et c'est tout. Par contre, pour répondre à ta question, la façon dont ça marcherait pour nous, c'est qu'ici, on ferait le document. C'est-à-dire on ferait le login, on ferait le document, on ferait l'appel au web service, document, appel au web service pour remplir notre base de données. Et une fois qu'on a fait tout ça, on lance l'activité. Et je mettrai mon document en intent, enfin dans les extras de l'intent. Ce qui fait que l'activité démarre et de manière synchrone, elle a déjà des données affichées. Parce qu'elle fait sa requête dans le cache local. C'est dans le cas où elle ne fait pas la requête au web service. Non, mais si tu veux attendre, ne pas attendre que l'activité fasse la requête au web service. L'activité, elle va le faire, la requête au web service. Mais si jamais tu as déjà rempli ta base de données locale avant de démarrer l'activité va démarrer, elle va se rendre compte qu'elle a des données locales, elle va afficher les données locales. Enfin, sur un pattern classique de j'ai un cache local. Est-ce qu'on peut envisager de couper le réseau pour se mettre dans la situation j'ai pas de réseau et donc l'activité doit se comporter d'une manière différente et prendre les données locales par exemple Alors il y a des rules, j'ai vu ça, qui permettent de modifier les paramètres du téléphone. Ce que tu ferais en ADB Shell, set prop, etc. Et là, Donc, genre, tu ferais le login, tu ferais le document, tu ferais l'appel au web service, et après tu ferais coupure réseau, et ensuite tu launches l'activity, c'est ça que tu veux dire? Ouais, pour le test en mode offline. même en mode dégradé, c'est-à-dire voir comment tu te comportes si l'activité démarre alors qu'il n'y a plus de réseau et donc comment se comporte Tu le l'appel au récupères web service après, intérieur. comme ça. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, il faut qu'on apprenne à faire tout ça. Encore une fois, le premier cas, c'est le cas simple. C'est je démarre l'activité avec les données, on va dire, normales, les données attendues, quoi. Je vérifie que ça fonctionne correctement. Dans le sens, ça ne plante pas. Là, ça ferait gagner du temps, un truc comme ça. Bah, tout ce qui est régression, parce que du coup, si l'activité, elle ne se launch pas parce qu'elle plante, ton test va échouer, quoi. Et c'est 3 lignes de code, quoi. C'est très lent de faire un appel à launch activity ou tiny large test. C'est un large test parce que ça fait des appels réseau et des trucs. Voilà. Après, ça fonctionne sur l'activity toute bête du sample, ça fonctionne très vite, quoi. Ça démarre très vite, hein. C'est presque même plus du test unitaire. Non, là, c'est plus du test unitaire, c'est du test du hide. J'ai une question. Il y a Fastlane sur Android aussi ou pas? Il y a l'équivalent, oui, il y a Fastlane et il y a quelque chose pour prendre des captures d'écran. Ouais. On peut avoir le même système que sur iOS avec ça. Oui. Voilà, ça fait le tour des nouveautés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut automatiser la notation flippy en fonction du commuteur? Mais n'importe quoi.
du service aussi. N'empêche, écrire ce test-là de manière automatique par un petit. Par un script remplacer. Non, ouais, enfin presque. Un petit stagiaire. Les structures de nos activités vont respecter celles que tu as données, pour exemple, de texte. Bah, ça dépend ce qu'il y a dans le make intent aussi. Hein. Mais justement, ça pourrait être scripté. Il n'y a quand même pas beaucoup de code. Ouais, mais par activity, si ça le fait automatiquement, clique. Ouais, vecteur du copier-coller. Ouais, on demandera à Félix de nous faire un petit copier-coller. Si tu le fais depuis le début, ça va. Là, c'est sûr que migrer ce qu'on vient de faire avec ça, par exemple, en plus. On n'a pas trop d'activité. Quand même. Bah, je sais pas, dans une appli comme Essence, il doit y avoir une dizaine d'activités, quoi. Ah non, on va être déterminé par l'activité. Non, ce qui peut prendre du temps, c'est mettre en place les valeurs initiales. Ouais. Parce que l'activité peut s'attendre à avoir une certaine. Pensez à tous les cas aussi. Mais ça peut être aussi intéressant de faire plusieurs tests. Comment ça se comporte si tu n'as rien en initial, si tu as quelque chose. Ouais, voilà. Ça, c'est cool. Tu joues notamment avec la map, ce serait clairement utile de faire plein de cas différents. Et pour rappel, si vous branchez 3 devices en USB avec des versions d'Android différentes, les tests jouent en parallèle sur les 3 devices. Hein. Ah, J'ai besoin de maintenant. ça a bien changé ça. C'est une limitation à début pourtant. On ne pouvait pas connecter plusieurs devices. Non, mais faut pas les lancer par Android Studio, il faut les lancer avec Gradloo. Fais Gradloo Connected Check et il va te les lancer sur tous les devices qui sont connectés. Ouais, c'est une limitation dans les studios. Et sur iOS, c'est pas possible d'avoir la même logique un peu, non? Le coup de lancer son activity. Si, on a la même chose avec UI. Ah, il y a déjà. Non, C'est non, C'est pas le même principe. non, c'est pas le même principe. Je pense que Espresso, c'est pas mal du tout.